le disque ensoleillé, le disque ailé du soleil. Au centre, c'est le soleil, et ce sont les ailes de chaque côté. Les origines de ce symbole remontent à la magie de l'ancienne Égypte. Alors, je n'en dis pas plus, on n'a pas le temps. Ça égale également le dieu Ra, R-A à l'intérieur, qui est le dieu soleil égyptien. C'est le symbole qu'on utilise chez les Rose-Croix et chez les Illuminati. Vous retrouverez ce symbole maintenant dans une initiation tout à fait maçonnique. Vous voyez au fond le grand G et une étoile, l'étoile de David, qui est une étoile sioniste selon l'Israël apostat. L'Israël que vous voyez aujourd'hui avec M. Pérez, maintenant, qui est le nouveau président, maintenant que Rabin est décédé, eh bien, ce n'est pas l'Israël de Dieu, c'est l'Israël apostat qui fait des choses selon le cœur de l'homme et non selon le cœur de Dieu. Selon le cœur de Dieu, Israël ne devrait pas vendre 1 pouce carré de son territoire. Et actuellement, ils sont en train de vendre le territoire au nom de la paix. Et il y a une prophétie très, très spéciale dans Ruth là-dessus qui nous montre que Jésus reviendrait quand l'Israël commencerait à vendre ses territoires. Il n'y a pas le temps de vous parler de cela, mais il y a plein de prophéties là-dessus. Et vous voyez également en haut tout à fait le triangle et les symboles égyptiens. Vous les revoyez ici également dans un temple en Californie. Alors vous voyez que ces temples ont des philosophies qui ont pour origine les Illuminati internationaux et les religions égyptiennes. Alors également ici, on le voit chez les témoins de Jéhovah. C'est un signe qui est utilisé par eux également. Maintenant, le prochain symbole, c'est le pentagramme. Et vous remarquerez que ces symboles, aujourd'hui, les aigles, les ailes que vous avez vues tantôt, le pentagramme, le triangle, vous allez en voir d'autres. Moi, je suis chiropraticien. Alors, en tant que chiropraticien, je traite mes patients, en général, couchés sur une table. Et ils sont horizontales pour que je puisse voir ce qui ne va pas dans cette colonne vertébrale. Et beaucoup de mes patients ou patientes viennent en jeans. J'ai rien contre les jeans, moi. Mais sur le derrière, sur la fesse droite des jeans, on voit ces signes réguliers. Soyez observateurs maintenant, regardez-les. Vous allez voir que ces signes sont partout sur les jeans. Satan a envahi l'humanité avec ces signes et le public ne le sait pas. D'accord? Il y en a qui l'ont vu, qui les ont déjà vus. Maintenant, ce que je veux vous montrer, le prochain, je n'ai pas le temps d'arrêter ici, c'est tout simplement un tableau anonyme d'un représentant de mon tableau. C'est un grand vénérable de 1795. Je veux que vous remarquiez sur son vêtement en avant le pentagramme. C'est le signe des Illuminati, de la franc-maçonnerie. Le suivant maintenant, vous voyez ici le fameux docteur Aquino qui travaille pour l'armée américaine. Il est considéré comme un aumônier. Et il est le grand prêtre de l'Église satanique. Son Église est marquée comme telle, Église satanique. Et vous voyez le pentagramme en haut, et puis c'est sa femme à côté. Et ça, je ne vais pas dans mon ordinateur tout vous dire, mais je veux vous dire que tout ce qui est satanique a un pentagramme. Et on voit des gens qui se disent chrétiens, croyants, qui se promènent avec des médaillons, avec des pentagrammes. Ils ne savent pas qu'ils transportent le signe de Satan. Maintenant, ce que je veux, la prochaine, c'est George Washington. Je n'ai rien de spécial de vous dire ici, sauf qu'il est en tenue traditionnelle de maître. Il était président en 1794 selon un rythme maçonnique. Alors, voyez-vous, ceux qui ont créé nos grandes institutions étaient pour la plupart des maçons et des Illuminati. Je voudrais maintenant vous donner quelques maçons célèbres que vous connaissiez. Il y avait Montesquieu, ceux qui connaissent Montesquieu. Il y avait Voltaire, il y avait Casanova, il y avait le marquis de Sade, il y avait Mark Twain, Frédéric Tristan, Émile Littré. Parmi les musiciens, nous avons connu des grands compositeurs comme Ludwig van Beethoven, Amadeus Mozart, Jean Sibelius, Louis Armstrong. Enfin,
Chez les politiques, maintenant, les rois, les militaires, il y avait Frédéric II de Prusse, George Washington, George IV, George VI, Édouard VII, Édouard VIII d'Angleterre, le marquis de Lafayette, évidemment, Joseph Bonaparte, Benjamin Franklin, Davy Crockett, Franklin Roosevelt, Garibaldi, Churchill, Truman, Theodore Roosevelt, Lyndon Johnson, Gerald Ford, Salvatore Allende, enfin, il y en a, le maréchal Joffre, Roland Dumas, chez les artistes, Bartholdi, Oliver Hardy, vous vous souvenez? Oliver Hardy, Clark Gable, John Wayne, il y en a une grande liste, je n'en nomme que quelques-uns. Parmi les savants, il y avait Alexander Fleming, qui découvrit la pénicilline, Edward Jenner, Samuel Hahnemann, l'inventeur de l'homéopathie, les frères Montgolfier, l'astronome Edwin Aldrin, Henry Ford, Olds et André Citroën, Henri Dunant, l'aviateur Charles Lindbergh. Et évidemment, Henri Dunant, vous savez, c'est le fondateur de la Croix-Rouge. Alors voilà pour les symboles les Illuminati. Maintenant, je voudrais vous montrer quelque chose de très spécial qui va prendre tout ce que je vous ai compté, qui va le mettre dans un. Et là, maintenant, si vous avez compris, saisi ce que je vous ai dit, je vous ai parlé qu'ils veulent conquérir le monde de la finance, le monde de la religion, puis ils veulent conquérir le monde entier. Eh bien, ils ne se sont pas cachés pour le démontrer entre eux, parce que les Illuminati aiment bien mettre des signes un peu partout dans le monde, afin qu'ils se reconnaissent entre eux, tout en gardant les goyines tout à fait dans l'ignorance. Voici maintenant quelque chose que vous devez reconnaître. Vous reconnaissez bien sûr ce fameux dollar américain. Eh bien, le dollar américain a été mis sur place en 1934 par M. Roosevelt, Franklin Roosevelt. Et vous y voyez ici la pyramide avec 13 étages. 13 représente le nombre biblique de la rébellion. Tout ce qui est rébellion dans le monde, dans l'histoire du peuple hébreu, tout ce qui est rébellion dans le monde des sociétés secrètes, c'est le chiffre 13 qui le représente. Dans les grands hôtels, il n'y a pas de 13e étage dans les ascenseurs. C'est un chiffre spécial. Et c'est la bâtisse de leur monde à eux. Sur le dessus, vous voyez le triangle. À l'intérieur, c'est l'œil qui voit tout. C'est l'œil de Horus. Parce qu'eux, ils sont partout dans le monde. Ils se communiquent entre eux. Ils montent les taux d'intérêt. Ils les baissent. Ils font de l'inflation. Ils font de la déflation. Quand vous arrivez à avoir une paye qui vous permet de vivre, à un moment donné, ils remontent le coût de la vie. Vous n'êtes plus capable. Ils prennent votre maison. Ils jouent avec vous et moi comme ils le veulent. Et personne ne les a jamais dénoncés. Et commencez-vous à comprendre maintenant que cette sigle qui s'appelle Annuit Coptis, qui veut dire annonçant la naissance de Novus Ordo Seclorum, d'un nouvel ordre mondial. Et ils ont placé sur la place publique en 1934 qu'ils commençaient dès ce moment à s'emparer de tous les biens de l'humanité par deux choses très importantes que nous allons voir dans un instant, lorsque nous irons dans la commission trilatérale. Ici, vous avez les ailes ailées de la franc-maçonnerie et vous avez 13 étoiles également. Et cet aigle représente l'ancien empire de Rome. Il représente en même temps l'empire d'Adolf Hitler, puis il représente l'aigle américain. L'aigle, c'est celui qui se tient en haut, qui voit tout, l'œil qui voit tout, l'œil de l'aigle, et puis qui peut aller tout ramasser parce qu'il est subtil, il arrive d'en haut. Maintenant, je voudrais vous parler, est-ce qu'il y en a un autre? Et ensuite, nous irons dîner. J'ai une demi-heure pour faire ce qui se fait normalement dans une heure. Alors, je devrais courir. Je vais vous parler des deux organisations qui sont là maintenant, à notre époque, qui sont tout à fait le reflet, qui sont conçues selon tout ce que vous venez d'apprendre ce matin, qui s'appellent le Conseil des relations étrangères et le Conseil et la Commission trilatérale. Le Conseil des relations étrangères a été incorporé en 1921. C'est un groupe privé dont les quartiers maîtres sont situés sur la 68e rue et Park Avenue à New York, et c'est un terrain qui leur fut donné en 1929 par la famille Rockefeller. Ouais, ils ont fait ça, eux, tu sais,
c'est du bon monde, et on va lui donner ça. On va lui donner un petit terrain comme ça. Le fondateur du CFR s'appelle M. Mendelhaus, Edward Mendelhaus. C'est lui qui était en charge de conseiller le président Woodrow Wilson en 1913. C'était l'aide la plus importante de Woodrow Wilson. C'est lui qui dominait le pays parce que c'est lui qui disait à Woodrow Wilson de tout faire. Woodrow Wilson dira de lui après, il dira « il était mon alter ego », ça veut dire « il était mon autre moi ». Malheureusement pour vous et pour moi, Edward Mendelhaus avait des buts très spécifiques. C'était un socialiste, c'était un communiste. Et en 1912, il écrit un livre qui s'appelle Philip Drew, administrateur Philip Drew. Et dans ce livre, il parlait d'un plan pour amener l'Amérique du Nord au complet dans le socialisme tel que vu par Karl Marx. Alors, son livre fut lu par un homme qui s'appelait John D. Rockefeller à l'époque. Dans ce livre, il parlait d'une conspiration, d'une façon de s'y prendre pour faire en sorte que, là ouvrez vos oreilles, pour faire en sorte que le Parti républicain et le Parti démocrate américain soient un seul et même parti. Les gens du peuple pourront voter républicain ou démocrate pensant voter pour des politiques différentes, mais en réalité, que vous votiez républicain ou démocrate, les gens qui sont en haut reçoivent la même instruction, la même éducation. Ce sont des gens qui appartiennent aux Illuminati et à la franc-maçonnerie internationale. Le livre parlait de deux choses très spéciales. Il parle d'un impôt graduel et puis d'une banque centrale. Ce sont là les deux planches du manifeste communiste. Le communisme se prend de deux façons pour diriger une population. Il se prend avec une banque centrale. Cette banque aux États-Unis s'appelle la Banque fédérale de réserve. Au Canada, elle s'appelle la Banque du Canada. Et la Banque du Canada n'appartient pas au Canada. Et la Banque fédérale de réserve n'appartient pas aux États-Unis. Ils appartiennent tous les deux au même personnage qu'on appelle les banquiers internationaux. Et ensuite, ils établissent un impôt graduel. Est-ce que vous saviez que l'impôt est illégal et anticonstitutionnel? L'impôt fédéral. Alors, il faut que vous sachiez ces choses et c'est de cette façon que les gouvernements s'y sont pris pour accumuler une telle dette. Notre gouvernement emprunte à la Banque du Canada et elle doit lui remettre avec des intérêts. Les intérêts n'existent pas. L'argent des intérêts ne peut exister. Je n'ai pas le temps de vous parler de cela. C'est les intérêts d'argent qui nous ont amenés à cette dette et c'est avec cette dette qu'ils vont s'emparer de nos biens. Par le truchement d'une logique. Vous me devez de l'argent, si vous n'avez pas, je m'empare de vos biens. Et nous, Goyines, nous allons tous dire oui. Vous allez voir, vous n'empêcherez pas la population de dire oui. On n'a pas le choix, diront-ils. Non, madame, je n'ai pas le temps pour les questions. Les questions sont tantôt. Maintenant, le colonel House, maintenant, voulait amener les États-Unis sous la souveraineté de la Ligue des Nations. Et après la Première Guerre mondiale, et le Sénat américain s'est refusé à entrer dans la Ligue des Nations. Évidemment, House fut très déçu, mais il ne lâcha pas prise pour cela. Alors, depuis son commencement en 1921, le CFR a commencé à attirer des hommes d'influence. Dans la fin des années 20, le CFR était entièrement financé par la Fondation Rockefeller et la Fondation Carnegie, les grandes scieries aux États-Unis. Et quand on parle d'une fondation, on parle d'une organisation qui ne paie pas d'impôts. La Fondation Rockefeller, la Fondation Ford, la Fondation Carnegie ont des milliards de dollars et ils ne paient pas d'impôts. Et ils ont toutes sortes de portes de sortie pour que chacun qui y prend part puisse mettre des millions dans les poches sans payer d'impôts. Alors, c'est comme ça qu'on a fait des présidents. Je ne peux pas aller plus que ça ce matin. La plupart des présidents américains étaient des membres du CFR. Je dois en passer énormément. 80% des gouvernements américains sont faits avec des membres du CFR. Ce que je voudrais aller maintenant, c'est ceci, c'est que les buts du CFR sont d'amener le monde entier ou tous les gouvernements à un gouvernement mondial. Leur but, c'est d'amener les gens à un gouvernement
mondiale parce qu'on leur répète constamment qu'ils ne peuvent fonctionner sans une seule monnaie, sans un seul gouvernement. Autrement, il va toujours avoir des guerres. Je voudrais que vous sachiez que ce sont eux qui fomentent les guerres. Ils les fomentent par l'intermédiaire des médias d'information, par des fausses nouvelles, par des rumeurs. Maintenant, je vais vous parler de la fameuse commission trilatérale. Malheureusement encore pour les Américains et les Canadiens et l'Amérique du Nord, la commission trilatérale fut fondée avec le premier membre qui s'appelait Jimmy Carter, qui était un petit président de l'Arkansas, le président d'un petit État là, qui m'échappe aux États-Unis. Lequel? La Géorgie, peut-être, oui. Et alors, vint un homme qui s'appelait Zbigniew Brzezinski en 1970. Zbigniew Brzezinski est encore un des hommes influents que vous voyez régulièrement à la télévision. Il écrivit un livre qui s'appelait « Entre deux âges ». Et ce livre fut vu par David Rockefeller, le petit-fils de John D. Rockefeller. Et il fut amené, lui, il était professeur d'université, alors on l'amena chez M. Rockefeller. M. Rockefeller lui donna un gros salaire, et puis il créa la commission trilatérale qui a pour but de mettre en place des organisations comme les États-Unis, l'Europe et le Japon pour des raisons commerciales. Et lui, il établit son plan pour qu'il y ait une telle commission. On parlait de commission trilatérale. Plus tard, ils incluront le Canada et ils incluront également les pays communistes qui sont bien réglés. Les pays communistes qui ont des problèmes, ils n'en veulent pas. Et Zbigniew Brzezinski est un communiste lui-même et c'est un homme qui a mis tous ses efforts à amener les gens vers le socialisme. Entre deux âges a été publié en 1970. Alors, je vous en passe parce que vous êtes arrivés en retard. Maintenant, je voudrais que vous parliez d'un petit fait assez cocasse ici. Sous l'administration de Carter, eh bien, il y eut une enquête qui a été demandée. On a demandé de faire une enquête sur ce qui arrivait à certaines associations, telles que la Fondation Rockefeller et la Fondation Ford. Alors, il y a un comité qui a été mis sur pied, mais on nomma un président qui s'appelait Norman Dodd. Norman Dodd avait pour but de se créer un comité de comptables, de recherchistes, et d'aller voir la fameuse Fondation Ford. Qu'est-ce qu'ils faisaient comme activité financière? Alors, ils se sont présentés à New York chez les gérants, les directeurs de la commission Ford, puis on leur a demandé pourquoi est-ce que vous venez nous visiter? Ils ont dit, bien, c'est le Sénat américain qui nous a mandatés. Ce n'est qu'une couverture, vous allez voir, pour venir. Là, on le dira au public. Un comité a été formé pour aller investiguer. Mais après, on ne dira plus les résultats. Alors, ils ont rencontré ce monsieur qui est en charge, qui s'appelait Robin Gator. Et Robin Gator a reçu Norman Dodd. Il leur a expliqué que la Fondation Ford reçoit ses ordres de la Maison-Blanche. Et les ordres qu'ils ont sont les suivantes. Nous opérons sous des directives qui viennent de la Maison-Blanche. La substance de nos efforts est, écoutez bien là, d'altérer, modifier la qualité de la vie des États-Unis et de rendre possible un mariage confortable avec l'Union soviétique. C'est dans les coulisses, mes amis. Il a ajouté... Eh bien, il a ajouté ça à Norman Dodd, il dit, nous continuons, on est en 1970, nous continuons à recevoir de tels ordres. Alors, Norman Dodd lui a demandé, est-ce que vous viendriez au Congrès américain pour leur expliquer ça, pour leur dire cela? Et il dira, non, on ne pense pas que ce serait bien pensé de faire une telle chose. Et la commission s'est fermée là sans investigation. Je voudrais que vous réalisiez ceci, c'est que nous sommes nés par des gens qui ont un but bien précis en tête. Ils ont fondé la loi pour eux et non pour vous. Ils ont formé des organisations capables de garder le peuple tout à fait au bas de l'échelle, puis eux prendre tous vos biens, de s'emparer, sans qu'eux aient à payer des taxes.
Je ne veux pas me faire un politicien, mais je me fais un défenseur de la parole de Dieu qui dit que nous sommes nés pour vivre avec de l'abondance. Je voudrais que vous sachiez qu'à chaque fois que nos politiciens remontent les taux d'intérêt, puis remontent la taxation, ce n'est pas pour organiser notre pays, c'est pour le désorganiser. Je voudrais que vous sachiez que mathématiquement parlant, quand bien même qu'on donnerait tous nos salaires au complet, nous ne pouvons pas payer la dette. Il existe environ 300 milliards de dollars en circulation au Canada et la dette est de 600 milliards. Si le fait d'augmenter les impôts paierait la dette, ça fait des années qu'on a des impôts, vous devriez comprendre qu'il n'y aurait plus de dette. Comment est-ce que l'augmentation des impôts peut régler les problèmes de la société? Elle ne les réglera jamais parce qu'actuellement, aux États-Unis, par exemple, 85% du dollar que les citoyens donnent au ministère du Revenu s'en va pour payer les intérêts d'une dette qui n'a jamais existé dans la réalité, qui n'existe qu'en chiffres. Et en 1997, 100% du dollar que vous donnerez en revenu à l'impôt sera là pour payer des intérêts qui s'accumulent au rythme, au Canada, de 15 000 la seconde. Il faudrait que vous réalisiez que Dieu dit vrai comment ça va se passer à la fin des temps. Et Dieu dit vrai comment est-ce que nous en allons vers la catastrophe globale. Ce qu'ils veulent, c'est la fin du dollar, la fin de notre monnaie pour arriver avec une monnaie électronique. Et ça, c'est Ordo ab Chao. Il l'exprime d'une autre façon dans des milieux plus raffinés. La thèse, la synthèse et l'antithèse. Je n'ai pas le temps de vous expliquer ça maintenant. Alors, voici ce que je voudrais que vous reteniez de ceci. Conseil des relations étrangères, commission trilatérale, voici des choses que vous devez retenir. En haut, tout à fait, il y a Mendel House, qui écrit un livre qui s'appelle Philip Drew Administrator, qui est accepté par John D. Rockefeller, qui créera la commission des relations étrangères. La commission des relations étrangères est une des commissions les plus influentes sur les pays du monde actuellement. Ne vous demandez pas pourquoi le Japon est si important dans le giron politique et le giron commercial. C'est parce que c'est la commission qui les a mis là, la commission trilatérale, la commission des relations étrangères. Et la commission trilatérale, et son chef, c'était Mendel House, et c'est un communiste marxiste. Il a influencé le président Woodrow Wilson, et c'est à cause de cette influence qu'ils ont créé la Banque fédérale de réserve, et nous avons perdu nos droits et nos libertés avec cette banque qui crée de l'argent devenant de nulle part, contrôlée par les banquiers internationaux. Le deuxième, il n'est pas marqué là, mais c'est un homme qui s'appelle Zbigniew Brzezinski, qui est un communiste, qui a écrit le livre « Entre deux âges », qui a donné naissance à la commission trilatérale. La commission trilatérale est entièrement communiste, et les gens qui sont en haut, eux, ne sont pas communistes, sont très capitalistes, et leur but, c'est de s'emparer des biens du monde. Leur mode d'action, c'est un mode d'action entièrement de provenance de Karl Marx. Il y a deux principes dans son plan d'action. Le premier, c'est une banque centrale. Tous les pays qui ont une banque centrale sont des pays soumis qui ont perdu leur liberté. Pas instantanée, mais